bacilles à gram négatifs. Donc, dans les bacilles à gram négatifs, on va voir la famille des Enterobacteriaceae. On va voir le Pseudomonas, qui est aussi un bacille à gram négatif, et le Vibrio cholerae, agent du choléra. La famille des Enterobacteriaceae, ou Enterobactéries, c'est la même chose. Donc, généralité sur la famille, le nom d'Enterobactéries était donné à cette famille en raison du fait que la majorité de ses membres sont des hôtes normaux du tube digestif de l'homme ou des animaux. Cette famille comprend des bacilles à gram négatifs qui sont mobiles par ciliature péritriche ou immobiles. Ils sont aéro-anaérobes facultatifs. Ils dégradent le glucose par voie fermentative. Ils sont dépourvus d'oxydase, à l'exception du Plésiomonas qui a été rattaché dernièrement à cette famille. Possèdent une nitrate réductase qui réduit les nitrates en nitrite et qui tue bien sur milieu usuel. Donc, ce qu'il faut retenir, comme entérobactéries, c'est quoi entérobactéries? Donc, bacilles à gram négatif. Oxydase négative. Bacilles à gram négatif qui peuvent être mobiles ou immobiles par ciliature péritriche. C'est pas des bactéries exigeantes parce qu'ils tuent bien sur milieu usuel. Ils sont aéro-anaérobes facultatifs. Ils sont oxydase négatifs. Ils sont catalase positive. Ils possèdent une nitrate réductase qui réduit les nitrates en nitrite. Adoma les caractères en commun de toute la famille des entérobactéries. Pourquoi les espèces de cette famille, elles ont été regroupées dans cette famille? Parce qu'elles ont toutes ces caractères en commun qu'on vient de citer. Donc, je reprends. C'est des bacilles à gram négatifs, aéro-anaérobes facultatifs, dégradent le glucose par voie fermentative, mais عندهم une oxydase, possèdent une nitrate réductase, et c'est des bactéries qui sont non exigeantes, donc elles cultivent bien sur milieu de base, comme la gélose nutritive. Donc elles n'ont pas besoin de facteurs de croissance pour cultiver. C'est un gramme de Escherichia coli, donc des bacilles à gram négatif. Et ça, c'est une image en microscopie électronique qui montre les flagelles. On avait dit que les flagelles, donc c'est des bactéries qui peuvent être mobiles par ciliature péritriche ou immobiles. Donc ça dépend de l'espèce. Classification des entérobactéries, donc elle se compose de plusieurs genres. Chaque genre se subdivise en espèces. Parmi les genres les plus fréquemment rencontrés en pathologie humaine, on a le genre Salmonella, le genre Shigella, le genre Escherichia, le genre Klebsiella, le genre Morganella, le genre Proteus, le genre Enterobacter, le genre Serratia et le genre Citrobacter. Donc, hadouma, les genres, il y a plusieurs genres, mais hadouma, c'est les genres qu'on retrouve fréquemment en pathologie humaine. Hadouma, les genres, et chaque genre, il est composé de plusieurs espèces. Les caractères bactériologiques, leurs caractères morphologiques, ce sont des bacilles à gram négatifs. Donc, les dimensions varient de 1 à 5 micromètres de long sur 0,36 à 1 micromètre de large. Ils sont mobiles par ciliature ou immobiles, parce qu'il y a par exemple l'Escherichia coli, elle est mobile. La Klebsiella, elle est immobile. La Shigella, elle est immobile. Donc, il y a des espèces qui sont mobiles, il y a des espèces qui sont immobiles. Elles n'ont pas de spores. Elles peuvent être capsulées ou non. Il y a des espèces qui ont des capsules et d'autres qui n'ont pas. Elles peuvent posséder des pili. Les pili, on avait dit, c'était des organes d'adhésion qui permettent à la bactérie d'adhérer aux cellules qu'elles vont coloniser. Leurs caractères culturaux, ils sont aéro-anaérobes facultatifs. Cultivent bien sur milieu de base, c'est-à-dire elles ne nécessitent pas de facteurs de croissance. Milieu de base, le milieu typique, c'est la gélose nutritive. La température optimale de culture varie selon l'espèce. Le temps de division, il varie de 20 à 40 minutes. Qui m'a les Escherichia coli, son temps de génération, ou bien de division, il est de 20 minutes. Donc, si bien qu'après, en incubation pendant 18 à 24 heures. C'est par rapport au temps de génération, le temps de génération, après 18 à 24 heures d'incubation, on va obtenir une culture qui est très abondante.
On peut avoir plusieurs formes de colonies. Il y a les formes S, smooth. Ça veut dire que c'est des colonies qui sont lisses. L'aspect habituel à la sortie de l'organisme, c'est-à-dire c'est les colonies qu'on peut retrouver à partir des produits pathologiques qui proviennent de l'organisme. Ce sont des colonies qui sont lisses. C'est pour ça qu'on les appelle S ou bien smooth. Elles sont bombées, elles sont brillantes et humides. Elles sont de 2 à 4 mm de diamètre. On peut avoir ces colonies, comme on peut avoir, avant de parler des formes R, le bouillon il est trouble de façon homogène. J'ai un bouillon nutritif, c'est-à-dire un bouillon d'enrichissement. Je mets là-dedans quelques colonies S, des colonies de la boîte, on met le bouillon et je mets en incubation. Le bouillon, il est au départ de coloration jaune clair. Et le lendemain, après incubation, quand je le retire de l'étuve, je vais trouver un bouillon qui est trouble. Mais le trouble il est homogène. La coloration, elle a changé de la claire au trouble, qui témoigne qu'il y a eu une croissance bactérienne. C'est pour les formes S. Les formes R, rouge, c'est des formes qui s'observent surtout avec des souches ayant subi plusieurs piquages. Les colonies sont rugueuses, elles sont pas lisses, elles sont sèches, à contours irréguliers et de teinte mate. Quand on les met dans un bouillon, les formes donnent pas un trouble homogène comme les formes S, elles donnent un trouble qui est granuleux. Granuleux, on a l'impression de voir des grains à l'intérieur du bouillon. Les colonies muqueuses, ce sont des colonies qu'on peut observer habituellement avec l'espèce Klebsiella. Leur diamètre peut dépasser 10 mm. Elles ont la tendance à la confluence. Ça veut dire, avec la Klebsiella et quand les colonies sont muqueuses, on ne peut pas avoir des colonies qui sont isolées. Une colonie, elles sont tellement muqueuses, c'est des colonies qui sont confluentes. On peut rencontrer aussi avec d'autres espèces, notamment la Salmonella paratyphi B. D'autres types de colonies qu'on peut voir chez les entérobactéries, ce sont les colonies naines trop petites. D'où on les isole, on les voit beaucoup plus chez les Escherichia coli dans les prélèvements urinaires. Les caractères biochimiques en commun de toute la famille des entérobactéries, c'est la fermentation du glucose. Ils sont dépourvus d'oxydase. Ils possèdent une nitrate réductase qui réduit les nitrates en nitrites. Et au stade du NO2, à l'exception de certaines souches. Je m'explique. Il y a des espèces qui ont une enzyme, la nitrate réductase. C'est-à-dire la nitrate réductase, c'est une enzyme qui réduit les nitrates en nitrites. Ça veut dire les nitrates sont réduites en nitrite, le NO2. Mais il y a des espèces qui ont l'activité enzymatique, elle est tellement forte qu'elle peut les réduire au stade de NO2 jusqu'au stade de diazote N2. Et là, quand on recherche la nitrate réductase, on peut la trouver négative parce qu'on ne trouve pas dans la réaction de la recherche de la nitrate réductase, la réaction elle met en évidence les nitrites et pas le diazote. Donc c'est pour ça que, dommage, le court-terme, le métabolisme, on aurait pu faire les applications au laboratoire pour vous expliquer mieux comment on met en évidence toutes ces enzymes, et ça aurait été plus facile, mais dommage, on n'a pas eu le temps. La structure antigénique. Les entérobactéries possèdent un antigène somatique, l'antigène O, qui se trouve au niveau de la paroi des grammes négatifs. La structure TAHA, c'est une très fine couche du peptidoglycane, 3 mm de diamètre, le peptidoglycane, qui est entouré d'une membrane externe, et la membrane externe fait des molécules, des macromolécules qui sont rejetées en extérieur, qu'on appelle les LPS, c'est le lipopolysaccharide. Ce lipopolysaccharide, il est constitué de 3 antigènes, l'antigène de paroi ou l'antigène O, il est thermostable, alcoolostable et sensible à l'action du formol. Les antigènes flagellaires H, qu'on ne retrouve que chez les bactéries qui sont mobiles, donc ils sont de nature protéique, ils sont constitués de molécules de flagellines, ils sont thermolabiles,
c'est pas comme les antigènes O. Ils sont sensibles à l'action de l'alcool et résistent à celle du formol. Il y a les antigènes capsulaires à la capsule, ils entourent l'antigène O et le rend inagglutinable. Cet antigène constitue une capsule qui peut être visible en microscope électronique imagé les Klebsiella parce qu'elles sont capsulées et on peut voir la capsule en microscope optique, ou bien il constitue une simple enveloppe qu'on peut pas observer au microscope optique comme chez les Salmonella typhi et les Escherichia coli. Cet antigène de capsule, il peut être soit de nature polysaccharide ou bien de nature protéique. La résistance aux antibiotiques, les entérobactéries opposent une résistance naturelle au pénicilline G et au pénicilline M, aux macrolides et à la vancomycine. Certaines d'entre elles sont naturellement résistantes à d'autres molécules, qui le protéus, la cératia, et sont résistants naturels à la colistine, et la résistance naturelle de la Klebsiella à l'ampicilline. Les aminosides, les quinolones et les phénicolés sont normalement actifs sur les entérobactéries, mais les résistances acquises sont fréquentes. Là, on parle des résistances naturelles. Un petit mot sur le genre Escherichia. Donc on peut pas, ça c'est un récapitulatif de la famille des Enterobacteriaceae. On peut pas dénombrer tous les genres de cette famille. On va parler uniquement de l'Escherichia coli, qui est le chef de file dans la famille des entérobactéries. Donc Escherichia coli, isolé pour la première fois par Monsieur Escherich, en 1885, lui a attribué son nom. Elle est l'espèce la plus étudiée par les fondamentalistes pour des travaux de physiologie et de génétique. Cette bactérie est connue depuis longtemps comme être commensale du tube digestif et pathogène pour l'appareil urinaire, parce que 80% des infections urinaires, c'est Escherichia coli. Au cours des dernières décennies, le rôle de certaines catégories d'Escherichia coli dans les syndromes diarrhéiques a été précisé et les mécanismes de ce pouvoir pathogène ont été analysés. Le genre Escherichia, morphologie, donc c'est des petits bacilles à Gram négatifs à coloration bipolaire, mobiles grâce à une ciliature pérétriche. Donc Escherichia, le genre et le chef de file Escherichia coli, c'est une bactérie qui est mobile. Les caractères culturaux, la température de culture elle est de 37 degrés, mais peuvent se multiplier entre 10 et 45 degrés. Sur milieu gélosé ordinaire, les colonies sont lisses, arrondies. Parfois, on a des colonies d'aspect muqueux. En bouillon, on obtient en 24 heures un trouble abondant et homogène. Parce que les colonies sont lisses. Quand les colonies sont rigueuses, roux, qui m'a donné tout à l'heure, le trouble, il est comment? Il est granuleux. Les caractères biochimiques, les principaux caractères positifs sont l'indole, l'OMPG positif et le mannitol, la production de gaz lors de l'attaque du glucose, la lysine décarboxylase, l'ornithine décarboxylase et le sorbitol, ils sont tous positifs. Mais négatifs, c'est l'urée, la TDA, le VP, la gélatinase et le citrate de ciment. Ils sont négatifs chez Escherichia coli. Le pouvoir pathogène, elle peut être responsable d'infections extra-digestives, surtout les infections urinaires. Donc, comme je l'ai dit, 80% des infections urinaires sont dues à Escherichia coli. Elle peut donner des méningites, septicémie, surtout, comme tout à l'heure, le sérotype Escherichia coli K1, responsable d'infections néonatales. Les infections digestives, elles peuvent donner des diarrhées aiguës dues à des Escherichia coli ayant certaines particularités, telles que les entérites épidémiques du nourrisson, dont sont responsables les EPEC, ça veut dire les entéropathogènes Escherichia coli, des syndromes cholériformes, c'est les entérotoxinogènes Escherichia coli, les ETEC. Syndrome des entériformes, c'est les entéro-invasifs Escherichia coli, EIEC. Les colites hémorragiques et syndrome hémolytique urémique, le CHU, dû au Escherichia coli productrice de la Shiga toxine. C'est ça, donc la famille des entérobactéries. Donc, ce que vous devez retenir, quels sont les caractères en commun de la famille des entérobactéries? Je rappelle.
Ce sont très bien, des bacilles à Gram négatifs. Aéroanaérobie facultatif, encore. Oxydase négative, encore. Catalase positive, encore. Fermente le glucose, elle attaque le glucose par voie fermentative, encore. Très bien, elle possède une nitrate réductase qui réduit les nitrates en nitrite. Encore. Très bien, culture sur milieu usuel. Hadouma les caractères en commun. Donc, entérobactéries égale hadouma les caractères. Toutes les espèces et tous les genres qui appartiennent à cette famille ont été regroupés parce qu'ils ont tous ces caractères en commun. Et puis les autres caractères, qui m'a par exemple l'urée, la production d'indole, la TDA, le VP, le RM, tous les autres caractères, donc ils varient en fonction de l'espèce. Mais les caractères en commun qui ont permis la classification de tous ces genres et de toutes ces espèces dans cette famille d'entérobactéries, ce sont les caractères qu'on vient de citer maintenant. Déjà, c'est extraordinaire. D'accord? Pour les autres genres, on peut pas les citer tous. On a préféré parler de l'Escherichia coli, qui est le chef de file. Donc, elle a tous les caractères qu'on vient de citer, parce qu'elle appartient à la famille des entérobactéries, en plus de quelques caractères qu'on a cités positifs et négatifs. Ça, c'est pour vous. Je vais pas vous embrouiller avec ça. Escherichia coli, elle peut donner des infections extra-digestives. L'infection extra-digestive la plus fréquente, c'est l'infection urinaire. Donc, elle est responsable de 80% des infections urinaires communautaires. Donc, n'importe quel prélèvement qui vient du communautaire et qu'on fait le diagnostic, 80% des souches isolées sont des Escherichia coli. Donc, elle peut être responsable d'infections néonatales. Comme tout à l'heure, il y a 3 bactéries qui sont responsables d'infections néonatales, parce que c'est des bactéries qui proviennent de la maman. C'est le streptocoque bêta hémolytique à galaxie. C'est l'Escherichia coli sérotype K1. Il y a la Listeria monocytogène. Il y a les 3 bactéries qui sont responsables d'infections maternelles-fœtales. Donc, les infections extra-digestives. Pour les infections digestives, elle peut donner des diarrhées aiguës, et chaque type de diarrhée, il a sa particularité, parce que chaque type de diarrhée, il y a une sous-espèce d'Escherichia coli qui est responsable. Les plus fréquents, c'est les entérites épidémiques du nourrisson. Les entérites épidémiques du nourrisson, elles surviennent chez les enfants qui ont moins de 2 ans. C'est les gastro-entérites infantiles. Donc, c'est l'Escherichia coli entéropathogène. Le PEC, qui est responsable. Il y a des diarrhées qui peuvent avoir une forme de choléra. C'est pour ça que nous les Escherichia coli entérotoxinogènes ou les syndromes cholériformes, parce qu'ils ressemblent aux diarrhées de choléra. Parce que là, l'Escherichia coli, ce sérotype d'Escherichia coli, il sécrète une toxine. Il y a les Escherichia coli invasives, entéro-invasives, donc des syndromes désentériformes. Et il y a des Escherichia coli la production d'une toxine qui ressemble à la toxine de la Shigella. C'est les colites hémorragiques et syndrome hémolytique urémique. Donc le syndrome, il a été observé en 1982 aux États-Unis après la consommation de la viande bovine qui était mal crue, la viande hachée, qu'il a fait les hamburgers, et ça a touché plusieurs Américains qui ont consommé cette viande, parce que le mahmer, mais ils cuisent pas bien leur viande. T'as le hamburger, elle était très mal cuite. Il y avait de l'Escherichia coli, productrice de la chigatoxine. Donc ils ont consommé ces hamburgers, ils ont eu des diarrhées avec un syndrome hémolytique et avec des infections, plutôt des insuffisances rénales aiguës, etc. Il y a eu pas mal de décès. C'était en 1982. Les vibrionacées, donc on a terminé avec la première famille. Il nous reste vibrionacées et pseudomonacées. Vibrionacées, c'est l'agent du choléra. La famille, définition et classification, la famille des vibrionacées comprend des bacilles à Gram négatifs, parfois incurvés en forme de virgule. La forme d'alpha, c'est là, en forme de virgule. Ils sont mobiles par une ciliature polaire
ou immobiles. Ils sont anaérobies, poussant sur milieu ordinaire. Ils ont une nitrate réductase qui réduit les nitrates en nitrique, ils dégradent le glucose par voie fermentative, mais la chose qui fait pratiquement le diagnostic différentiel avec la famille des entérobactéries, c'est l'oxydase. Parce que les entérobactéries sont oxydase négatives, alors que les vibrions, la famille des vibrionacées, ils sont oxydase positives. Ils sont habituellement catalase positive. Il y a 6 genres dans cette famille. Vibrio, Listonella, Photobacterium, Inhydrobacter, Salinivobacter et le genre Alomonas. Donc, c'est des genres qui ne concernent pas l'hygiène humaine. Le plus important, c'est le genre Vibrio. Le genre Vibrio contient plusieurs espèces. L'espèce Vibrion cooleri, l'espèce Vibrion parahemolyticus, l'espèce Vibrio alginolyticus et l'espèce Vibrio mechnikovi. Il y a 4 espèces, mais l'espèce type, chef de file, c'est l'espèce Vibrio cooleri, agent du choléra. En fonction de leur caractère antigénique, les germes de l'espèce Vibrion cooleri se subdivisent en, regardez, il y a l'espèce du groupe O1 et Vibrion cooleri du groupe non O1. Donc O1 et non O1. Le O1 fait 2 biotypes. Le Vibrion cooleri ou Vibrion cholérique classique et le Vibrion L-Tor. Donc fait 2 biotypes. Et le Vibrion cholérique groupe O1. Donc fait 2. Le L-Tor et le Vibrion cholérique ou bien Vibrio cholérique classique fait 2 biotypes. Et le groupe O1 et le groupe non O1 fait O2 le O139. Les non agglutinables et le O139 ils ont découvert par la suite qu'il était aussi agent du choléra, qu'il pouvait aussi donner le choléra. Les caractères bactériologiques de l'espèce Vibrion cooleri, donc morphologiquement ce sont des bacilles très fins à Gram négatif, en forme de vergule, sont incurvés, ils sont mobiles, mais ils ont une ciliature pérétriche, ils ont un seul flagelle polaire situé sur une seule extrémité qui lui confère une mobilité dite vibrionnante. La mobilité, elle est très particulière. Ils sont encapsulés à sporulés. Leurs caractères culturaux, donc ils sont anaérobies facultatifs, la température optimale de croissance elle est de 37 degrés, ils sont sensibles au pH acide mais cultivent très bien sur pH alcalin. Sur milieu liquide, c'est un milieu d'enrichissement sélectif qui a été conçu spécialement pour les vibrions choléri, donc il donne un trouble homogène avec un voile en surface. Le voile en surface, il est très riche en vibrio. Est-ce que c'est clair? Donc les vibrions choléri, ce sont des bacilles à Gram négatif, ils sont incurvés en forme de vergule, ils ont un seul flagelle polaire, et, la température comme tous les autres BGN, elle est à 37 degrés, la température optimale de croissance. Ils sont sensibles les pH acides, mais cultivent très bien en pH alcalin. Le caractère, il a été mis à profit pour les sélectionner au sein d'un prélèvement plurimicrobien. Je m'explique. Par exemple, quand on a une épidémie de choléra, on nous envoie les sels. Comme les sels, il y a la flore digestive, ils sont très riches en flore commensale. Il y a les BGN, il y a les cocci, il y a les lévures dans les selles du malade. Et nous, on veut chercher le vibrion choléri. Donc, on met la sel dans le bouillon d'enrichissement, mais sélectif, parce qu'il est alcalin. Il est alcalin. Toutes les autres bactéries ne supportent pas le milieu alcalin, sauf le vibrion. Donc, on met la sel dans le milieu sélectif. Toutes les autres bactéries vont mourir ou la croissance va être inhibée, sauf le vibrion choléri qui va croître parce que c'est un milieu très bien pour sa croissance parce qu'il est alcalin et donc on va avoir un trouble homogène avec un voile qu'on peut voir à l'œil nu en surface avec le voile Yirley très riche en vibrion.
Donc, avec sur milieu liquide, l'eau peptonée alcaline. Sur milieu solide, on peut utiliser la gélose nutritive alcaline bilier, la GNAB. Ça donne des colonies de 2 à 4 mm de diamètre, à contours réguliers. Elles sont transparentes et paraissent légèrement bleutées. Il y a un autre milieu, c'est le milieu TCBS. Ça donne des colonies qui sont jaunes, parce que le saccharose, il a été fermenté. Les caractères biochimiques, donc, ils sont oxydase positifs, ce qui fait le diagnostic différentiel avec les entérobactéries. Ils sont glucose positifs, ils fermentent le saccharose, ils fermentent le lactose, mais il est tardif le lactose THM, ils sont urée moins, indole plus, la TDA moins, ils ne produisent pas d'H2S. Donc, c'est la fermentation du glucose. Là, c'est du magnétol. Et là, c'est du saccharose. Là, c'est la fermentation du saccharose. Là, c'est la gélatinase qui est positive. Ça, c'est le VP qui est positif. Ça, c'est l'indole qui est positif. La TDA, elle est négative. L'urée, elle est négative. L'H2S, elle est négative. Citrate de Siemens, négative. Les carboxylases. Donc, la LDC est négative. L'ODC est négative. L'ADH, elle est positive. Et l'OMPG, qui est positif. C'est le buron coléré sur galerie API 20E. Les caractères qui permettent de différencier les biotypes Eltor et le biotype Coléry sont reportés sur ce tableau. Donc, Eltor et Coléry, comment on fait la différence entre ces deux biotypes? C'est par la réaction OVP, par l'hémagglutination des globules rouges du mouton à 2,5%, par l'hémolyse du globule rouge du mouton à 1%, et par la sensibilité à la polymyxine, ça veut dire à la cholestine. Pour le biotype Eltor, il a un VP qui est positif, il hémagglutine, il hémolyse les globules rouges du mouton, et il est résistant à la cholestine. Par contre, le Vibrion Coléry, le biotype Coléry, donc il n'a pas il a une réaction de VP qui est négative, il n'hémagglutine ni hémolyse les globules rouges du mouton, et il est sensible à la cholestine. Ça, c'est des caractères, ça c'est pour vous, c'est des caractères qui nous permettent de différencier entre les deux biotypes du Vibrion Coléry. Ça, c'est une image du Vibrion Coléry. Donc, on avait dit que c'était une petite bactérie qui a une forme incurvée en virgule, avec une seule flagelle polaire. Regardez, une seule flagelle polaire, située à une extrémité de la bactérie. Ça aussi, donc, regardez, une seule flagelle polaire, et il a la forme d'une virgule. C'est une bactérie qui est incurvée. Ça, c'est un gramme de sel. Examen direct, gramme de sel lors d'une épidémie de choléra. Donc, on ne trouve que des BGN. La structure antigénique, l'antigène H de nature protéique sans intérêt pour le diagnostic, l'antigène O il est somatique de nature lipopolysaccharidique et permet de subdiviser l'espèce Vibrio en 139 groupes. Le groupe O1 qui m'a donné tout à l'heure, c'est le Vibrion Coléry biotype Coléry et Eltor. Et les autres groupes allant de 2 au 139, ils correspondent au Vibrion Coléry, autrefois dit non agglutinable. Et le O139, il a été aussi reconnu comme agent du choléra. Pouvoir pathogène, le choléra, qu'est-ce qu'il donne chez le malade? Le choléra se définit comme une toxi-infection intestinale qui est strictement humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la retrouver chez l'animal. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est une maladie du péril fécal. La contamination de l'être humain, elle se fait par la consommation d'eau d'eau potable qui a été contaminée par les eaux d'irrigation des égouts, ou bien par des aliments qui sont contaminés par cette bactérie.
Donc après ingestion des germes et un temps d'incubation allant de 1 à 4 jours, le tableau clinique il est caractérisé par une diarrhée profuse avec émission de selles liquidiennes. Ils sont résiformes. On a l'impression, c'est pas en fin de compte au cours du choléra, les selles c'est pas des selles comme on connaît les selles. C'est des selles, elles sont tellement liquidiennes, c'est du liquide qui sort et non pas des selles. Ils sont résiformes, elles ont la forme du riz avec des vomissements. Le malade, il est apéritique sauf chez les jeunes enfants. Cette diarrhée et ces vomissements entraînent une déshydratation du malade, aboutissant à des complications pouvant entraîner la mort du patient. Donc l'urgence, le choléra, c'est pas d'entreprendre un traitement antibiotique. L'urgence, le choléra, c'est de réhydrater le malade parce que les pertes liquidiennes, elles sont très importante et elle va entraîner une déshydratation du malade, une insuffisance rénale aiguë par hypovolémie, un choc hypovolémique et puis la mort du patient. Donc l'urgence c'est la réhydratation du malade parce que l'antibiothérapie c'est pas une urgence au cours du choléra. C'est vrai que c'est une bactérie qui est le Vibrio cholerae qui est responsable, mais l'urgence, c'est les manifestations cliniques, c'est les pertes hydriques, les pertes liquidiennes. Vous savez, le choléra, le malade, il peut pas aller aux toilettes, il peut pas rester soit il peut pas rester le lit, donc il va séjourner aux toilettes, et s'il est trop fatigué, il va faire ses selles sur son lit. Donc impossible, c'est plus de 100 selles par jour. Donc vous pouvez imaginer plus de 100 selles par jour. Les variants des autres groupes non O1, c'est-à-dire le O de l'autre, sont responsables de toxi-infections alimentaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choléra, sauf le O139. Le mode de transmission, donc c'est une infection à transmission hydrique, donc maladie du péril fécal. Dans la majorité des cas, la contamination se fait par l'intermédiaire d'eau contaminée. Cependant, cette contamination peut être maniportée ou par des aliments contaminés. Maniporté, ça veut dire un malade qui a le choléra, donc il va aux toilettes, ben il se lave pas les mains, il peut toucher quelque chose, un aliment ou bien une cuillère, ben un autre malade, une autre personne, pas un malade qui peut consommer l'aliment qui a été contaminé par le Vibrio et donc il peut être atteint de cette bactérie. L'homme est le seul réservoir du germe. L'eau est donc contaminée par les excréments humains. Très souvent en milieu urbain, la contamination de l'eau de canalisation par les eaux d'égout. En milieu rural, c'est l'eau des puits. Les vibrions cholériques peuvent survivre plusieurs jours dans l'eau. Le traitement basé essentiellement sur la réhydratation du malade, comme je l'ai expliqué. L'antibiothérapie n'a d'intérêt que pour éviter que le patient ne continue à excréter le germe qui contaminerait l'environnement ou d'autres patients. Les antibiotiques utilisés sont les tétracyclines chez l'enfant et chez l'adulte plutôt et les furans chez l'enfant. Il est recommandé de tester la sensibilité aux antibiotiques des souches isolées vu que les souches multirésistantes ont été isolées. Sur le plan prévention, donc basé sur l'hygiène individuelle et l'hygiène du milieu, en dehors des épidémies, un contrôle permanent de l'eau utilisée pour la consommation domestique doit être effectué. Au cours des épidémies, isoler le malade, rechercher le germe dans les selles de tous les sujets ayant été en contact avec le malade. Les cas positifs doivent être traités. La vaccination est à l'heure actuelle déconseillée par l'OMS. On dispose d'un vaccin qui a été autrefois largement utilisé. Il protège en moyenne 6 mois, mais uniquement dans 50% des cas. Donc voilà pour le Vibrio cholerae. C'est une bactérie, c'est un bacille à gram négatif, aéroanaérobie facultatif, qui pousse bien sur milieu usuel, qui préfère un milieu alcalin pour sa bonne croissance et qu'on utilise pour son isolement, et les oxydases positives et les catalases positives. Ce caractère d'oxydase positive, c'est un caractère de diagnostic les différencie des entérobactéries. C'est une bactérie qui est responsable du choléra. On a le Vibrio cholerae, on a deux groupes, le groupe O1 et le groupe non O1. Le groupe O1 contient deux biotypes, le biotype cholerae et le biotype Eltor. Ils sont agents du choléra. Et le groupe non O1 fait O2
et le 139, et le O139, il a été reconnu aussi comme agent du choléra. Les autres groupes, autrefois, ils étaient appelés non groupables. Ils sont responsables quelquefois de toxi-infections alimentaires. Donc le choléra, il donne un syndrome diarrhéique résiforme. C'est une urgence médicale. Il y a trop de pertes hydriques, donc il faut réhydrater le malade. L'antibiothérapie pour cette bactérie, elle n'est indiquée que pour stopper le portage de la bactérie, pour que le malade ne continue pas à excréter la bactérie dans ses selles, pour ne pas contaminer ni l'environnement ni les malades qui sont à côté. Donc voilà pour. Est-ce qu'il y a des questions pour le Vibrio cholerae? Donc je passe au dernier chapitre qui est le Pseudomonas. Donc c'est pas lent. Découvert en 1882 dans un pus d'une plaie chirurgicale, le genre Pseudomonas pionus pu cyanus bleu foncé. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette nomination. Une classification phénotypique avec 5 groupes. Par la suite et de manière progressive, le genre Pseudomonas a été restreint aux espèces du groupe 1, l'espèce type du genre est le Pseudomonas aeruginosa. Donc ça c'est un tableau pour vous, c'est la carte d'identité du Pseudomonas. L'habitat, où est-ce qu'on trouve ce Pseudomonas? Donc c'est un germe ubiquitaire, donc on peut le retrouver partout. Donc on le retrouve également sur les végétaux et les fleurs. Il peut contaminer le matériel hospitalier, donc c'est une bactérie qui est classée au premier rang des infections nosocomiales. Le médical, on peut le trouver sur le matériel médical comme les sondes, les trocars, les cathéters, matériel chirurgical comme les instruments, le matériel de prothèse, les solutions antiseptiques, les solutés injectables, les produits médicamenteux ou bien cosmétiques, les humidificateurs d'oxygène et les nébuliseurs. Donc on peut le retrouver partout là où il y a l'eau, surtout l'eau. Peut se retrouver dans la flore intestinale de l'homme et des animaux et rarement sur la peau, les muqueuses ou la gorge. Ce sont des bactéries psychotrophes, donc elles peuvent altérer des denrées alimentaires, des réactifs biologiques, c'est-à-dire elles peuvent contaminer tout ça, elles peuvent contaminer des solutés injectables, elles peuvent contaminer le sang ou les dérivés sanguins conservés au froid. C'est pas le sang de l'être humain, c'est-à-dire le sang qu'on prélève et qu'on met pour transfusion sanguine peut être contaminé s'ils sont mal conservés, peuvent être contaminés. Une altération des viandes, des poissons et des produits laitiers peut résulter d'une contamination par le Pseudomonas fluorescens. C'est une bactérie ubiquitaire qu'on retrouve partout. Ses caractères bactériologiques, donc c'est un bacille à gram négatif, il est asporulé, de 1 à 3 micromètres de long sur 0,5 à 0,8 micromètres de large, il est droit, légèrement incurvé, mobile par un flagelle polaire unique avec une mobilité rectiligne. La mobilité rectiligne. Ne possède pas de capsule, mais il est capable de développer ce qu'on appelle un biofilm. Donc, un biofilm, les bactéries adhèrent à une surface et sécrètent une matrice d'exopolysaccharides, le biofilm, et les agents des infections nosocomiales. Sa culture, c'est une bactérie qui est non exigeante. Toutes les souches ne cultivent pas à 37, ça dépend des souches. Et les milieux doivent être incubés à 30 degrés. La culture, elle est facile sur milieu ordinaire, en aérobiose. Il a une odeur caractéristique de fleurs de seringa qui s'exalte des cultures. Ça veut dire, quand on a une culture telle Pseudomonas, on a l'impression de sentir l'odeur telle le jasmin yasmine. Il a une odeur très agréable, le Pseudomonas. Une odeur du jasmin. C'est une odeur de fleurs très caractéristique du Pseudomonas. Le pH c'est 7. La température d'incubation, plutôt le temps d'incubation, il est de 18 heures. L'atmosphère, c'est une bactérie respiratoire, donc il est aérobie strict. Il n'a pas de métabolisme, il n'est pas anaérobie facultatif. C'est une bactérie oxydative. Elle ne respire qu'en présence de l'oxygène. La température de 41 à 4 degrés, elle est utilisée dans le diagnostic différentiel. Le milieu sélectif est l'ectoin, c'est un milieu sélectif qui a été conçu pour l'isolement des bacilles à gram négatifs, mais pousse aisément sur tous les milieux pour les bacilles à gram négatifs non exigeants.
Donc, l'aspect des colonies sur milieu solide, elle est polymorphe. Les colonies sont irrégulières, elles sont grandes, larges, muqueuses, à centre bombé. Les colonies apparaissent pigmentées, surtout sur les milieux de base. Le pigment peut disparaître en subculture, on peut ne pas être produit. Ça veut dire que il y a des pigments qui sont produits par le pseudomonas, fluorescence, surtout l'aérogénosa, il donne une coloration verdâtre des colonies. Sur le milieu liquide, le trouble il est homogène avec la formation d'un voile en surface. Sur le plan biochimique, la bactérie elle est aérobie stricte, catalase positive, oxydase positive, nitrate réductase positive au stade des nitrites, le métabolisme il est oxydatif, assimilation des différents sucres dans le glucose et le fructose, ils n'ont pas de gélatinase, ils ont une ADH, le citrate de Siemens est positif. L'utilisation de galerie API 20NE permet un diagnostic dans les espèces. La mise en évidence de la production des pigments se fait par des milieux King A et King B qui sont incubés en aérobiose à 30 degrés pendant 3 jours. Donc, comme les galeries d'identification API 20NE, parce que pour les entérobactéries, on dit API 20E. 20, ça veut dire 20 caractères biochimiques et E, ça veut dire entérobactéries. Donc, les galeries qu'on utilise pour l'identification des entérobactéries, on les appelle galeries API 20E. Ça veut dire 20 caractères biochimiques chez les entérobactéries. Et les galeries API 20NE, c'est 20, mais non entérobactéries. C'est tous les autres bacilles qui sont pas des entérobactéries. C'est pour ça qu'on dit 20NE, non entérobactéries. Structure antigénique, donc l'hypopolysaccaride, le LPS, c'est une bactérie grave négative. Elle a permis de définir 20 sérotypes. Les flagelles composent d'antigènes H avec au moins 55 antigènes. Les pigments qui sont produits par le pseudomonas, les milieux qu'on utilise, c'est les milieux King A et King B. Les pigments, c'est le pigment pyocyanine, pyoverdine. Donc, pyocyanine, il met un pigment qui est bleu, qu'on voit à gauche, et la pyoverdine, donc elle me donne le pigment jaunâtre. Ça, c'est pour de ces deux pigments qui sont produits par le pseudomonas. Il y a d'autres pigments, le brun foncé qu'on appelle le pyomélanine et le rose rouge, la pyorébhrine. Le profil antibiotique, le pseudomonas présente une multirésistance naturelle. Donc la résistance naturelle elle touche la pénicilline G, la péni-M, la péni-A et l'association amoxicilline acide clavulanique. Les céphalosporines de première et de deuxième génération et certains céphalosporines de troisième génération. C'est des résistances naturelles du pseudomonas, comme le céphotaxime, la ceftriaxone. Donc, le pseudomonas, il est résistant naturellement à tous ces antibiotiques et même les céphamycines qui sont des céphalosporines de deuxième génération. Les quinolones de première génération, c'est l'acide nalédixique, ils sont aussi résistants à l'acide nalédixique, ils sont résistants au nitrofurane, les sulfamides et les tétracyclines. Glycopeptides, rifampicine, acide fusidique, kanamycine, macrolide et apparentés. Tous ces antibiotiques qu'on vient de citer, le pseudomonas, il est résistant naturellement à ces antibiotiques. Donc, vous imaginez, c'est une résistance naturelle. Donc, si on peut imaginer une résistance acquise, c'est vraiment l'impasse thérapeutique. Les antibiotiques, donc ça c'est pour vous, il faut pas les apprendre. Donc le pseudomonas il est sensible à ces antibiotiques, donc les carboxypénicillines comme la ticarciline, les uréidopénicillines, les céphalosporines de troisième génération, les résistants à la céphotaxime et la ceftriaxone, mais il est sensible à la ceftazidime, il est sensible aux céphalosporines de quatrième génération. Sensible au monobactam, donc le chef de file c'est l'astréonam, les carbapénèmes comme l'imupénème et le méropénème, les fluents quinonols, donc les quinonols de première génération qui sont l'acide nalédixique, c'est une résistance naturelle, mais de deuxième génération, c'est la ciprofloxacine, elle reste la plus active sur
le pseudomonas. Pour les aminosides, on a la gentamicine, l'amicacine, la tobramycine, la néthylmycine, cholécine, phosphomycine. La cholécine, phosphomycine, c'est pas des aminosides. Les aminosides, c'est la genta, amica, tobra et néthylmycine. Ils sont actifs sur le pseudomonas et aussi le pseudomonas, il est sensible à la cholestine et la phosphomycine. Sur le plan épidémiologique, c'est un agent pathogène opportuniste. Donc cette bactérie est peu virulente chez les individus normaux. Elle est très pathogène, c'est chez les personnes immunodéprimées ou ventilées, responsables de nombreuses infections graves. On le trouve chez les insuffisants rénaux, les insuffisants respiratoires, les diabétiques, les leucémiques, les paraplégiques, les sujets âgés, les opérés, les brûlés, les porteurs d'escarres et les immunodéprimés en général. La source de contamination peut être le malade lui-même, donc il s'auto-infecte le malade lui-même par ses plaies qui sont infectées, par ses crachats, par ses urines, par sa salive et par ses escarres. Donc on les retrouve dans les services très chauds, comme les unités de soins intensifs et surtout le service des brûlés. Ou d'origine nosocomiale, donc la contamination c'est soit le malade lui-même ou une contamination nosocomiale. La transmission d'un patient contaminé à un autre va se faire par contact avec un support contaminé, comme les mains, le savon, draps, les linges de toilette, les éponges et les vêtements. Les services à risque sont les unités de soins intensifs comme la réanimation, la néonatologie, la chirurgie cardiaque, l'ophtalmologie et l'urologie. Les services à risque où on trouve beaucoup l'infection nosocomiale par le pseudomonas. Donc il est responsable sur le plan médical d'infections respiratoires. Les infections respiratoires en réanimation, l'atteinte pulmonaire résulte d'une aspiration des germes vers le tractus respiratoire inférieur. Elle peut être aussi la conséquence d'une contamination du matériel, comme le respirateur. L'infection bronchopulmonaire au cours de la mucoviscidose, où la présence du Pseudomonas aeruginosa augmente avec l'âge. Il peut donner des bactériémies chez le neutropénique. Des infections urinaires, c'est la troisième cause d'infection urinaire nosocomiale. Il peut donner des otites externes, des infections oculaires comme les kératites bactériennes des porteurs de lentilles de contact et les ophtalmies néonatales. Il peut donner des méningites et des abcès cérébraux. Il peut donner des endocardites, des infections osseuses, mais sont rares. Ils peuvent survenir après une blessure pénétrante. Il peut donner des infections cutanées, surtout les escarres, et des infections digestives comme les gastro-entérites. La prévention de ce germe ubiquitaire, qui est responsable surtout d'infections nosocomiales, c'est les précautions à prendre en milieu hospitalier, parce que on avait dit que chez l'être humain immunocompétent, c'est une bactérie qui ne fait rien, mais elle est opportuniste chez les immunodéprimés. Donc c'est les précautions à prendre en milieu hospitalier, le lavage des mains, il faut proscrire le savon en morceaux, donc préférer le savon liquide, éliminer les plantes dans les services à risque, il faut un ménage régulier, insister sur les moins d'eau, donner des conseils pratiques pour les malades qui risquent d'être des porteurs, donc des réservoirs, des enquêtes ponctuelles dans les services à risque ou en cas d'épidémie. C'est le travail tel le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser?